Pour ce premier épisode, ce n'est pas un train que nous allons prendre, malgré le titre de ce podcast. Nous sommes obligés de traverser l'Atlantique dans un premier temps. Quoi de mieux que d'embarquer dans un des bateaux les plus mythiques de l'histoire, une traversée qui sera bien sûr inachevée, une tragédie qui est devenue une légende, mais plus qu'un naufrage, c'est une histoire entre l'Europe et l'Amérique. Car si ce fameux bateau a coulé au milieu de l'Atlantique, c'est bien en direction des États-Unis qu'il naviguait, et c'est là que se trouvait le rêve de centaines de passagers. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode d'un train d'Amérique. Nous embarquons pour le Titanic. Le Titanic, c'est le plus grand paquebot de son époque, long de 269 mètres, pesant plus de 46 000 tonnes. C'est un monstre d'acier construit à Belfast, au Royaume-Uni, censé relier Southampton à New York. On est en 1912, l'Europe change, l'Amérique fascine, et chaque semaine, des navires transatlantiques emmènent des milliers de passagers vers le Nouveau Monde. Mais le Titanic, c'est plus qu'un bateau, c'est le symbole d'un espoir. Fuir la pauvreté, rejoindre une famille, recommencer sa vie. Le billet vers les États-Unis, c'est parfois tout ce qu'on possède. Alors au bord du Titanic, nous avons 2200 personnes, des riches, des pauvres, des familles entières. Tous et toutes se dirigent vers Ellis Island, la porte d'entrée de l'Amérique. Pour les passagers de 3e classe, l'Amérique c'est un mirage. On quitte l'Irlande, l'Italie, l'Europe de l'Est, on fuit la misère, les conflits, les famines aussi. À l'arrivée, on espère un travail, un toit, un avenir pour ses enfants. Le Titanic représente la modernité, chauffage, électricité, luxe inégalé. Et pourtant, ceux qui dorment dans les cabines les plus modestes ont en commun une chose, ils rêvent tous d'Amérique. C'est cela, le lien fort avec les États-Unis. Ce bateau transporte l'espoir d'un monde meilleur. Alors l'histoire, on la connaît, je résume un petit peu, c'est dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 à 23h40, le Titanic heurte un iceberg. En quelques heures, l'insubmersible, donc c'est le nom qu'on lui donnait, sombre. Résultat, 1500 personnes ont perdu la vie. Le premier navire à répondre à l'appel de détresse, il s'agit d'un paquebot américain, le Carpathia de la compagnie Cunard. C'est lui qui recueille les 705 survivants et les conduit jusqu'à New York. Alors l'arrivée du Carpathia évidemment à Manhattan le 18 avril, c'est un choc. Des milliers de New-Yorkais attendent sur les quais, le monde entier suspendu aux nouvelles. La ville se transforme en gigantesque centre d'accueil avec des dons, secours, soutien psychologique. La Croix-Rouge américaine se mobilise, des églises ouvrent leurs portes, des familles offrent leur foyer. Il y a aussi la presse new-yorkaise qui fait du Titanic un sujet obsessionnel. Les journaux comme le New York Times ou le Herald Tribune publient des éditions spéciales. Les témoignages affluent, les photos des passagers défilent, les Américains découvrent que même les plus riches peuvent périr et que des héros anonymes ont sauvé des vies. Et c'est vraiment en Amérique que la légende du Titanic va avoir le plus d'impact. La légende va se créer autour de la culture américaine. Le drame, évidemment, bouleverse les lois. Aux États-Unis, le Sénat ouvre une enquête dirigé par le sénateur William Alden Smith. C'est à Washington que les premiers survivants sont auditionnés. À partir de là, des règles seront votées, plus de canots de sauvetage, des exercices obligatoires, une surveillance constante des icebergs. L'Amérique veut éviter qu'un tel drame se reproduise. En quelques mois, elle devient donc le moteur d'un changement mondial à ce niveau-là. Alors on revient sur le Titanic. À bord, il y avait plus de 300 Américains, des personnalités connues comme John Jacob Astor, l'un des hommes les plus riches du monde à l'époque. Il mourra en héros en plus, laissant sa jeune épouse enceinte. Il y avait aussi des anonymes, des enfants, des commerçants, des étudiants. Certains survivants américains deviendront porte-parole du drame, écrivant des livres, donnant des conférences. Et chaque année, jusqu'à leur mort, ils recevront des lettres, des fleurs, des hommages venus de tout le pays. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le rêve américain à bord.
Voilà, imaginez des familles entières embarquent avec pour seule richesse leurs billets et leur espoir. Ils laissent derrière eux l'Italie, la Lituanie, l'Irlande, la Pologne. Ils rêvent d'une maison en bois dans le Middle West, d'un emploi dans une usine, d'un avenir pour leurs enfants. Bref, c'est vraiment le rêve américain. À bord, les classes sont strictement séparées. Les riches dînent en smoking, les pauvres dorment dans des cabines un peu vétustes et mangent des soupes épaisses. Mais une chose unit tout le monde à bord, le cap sur les États-Unis. L'Amérique est perçue comme une promesse. On y dit que l'on peut réussir, que chacun a sa chance. Et le Titanic devient ainsi un trait d'union symbolique entre l'ancien monde et le nouveau. Alors je vais vous raconter aussi des petites histoires isolées. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, John Jacob Astor, donc l'homme le plus riche du Titanic, qui avait 47 ans, qui a laissé sa femme enceinte partir, et elle en avait 19. Donc Astor n'était pas le seul Américain riche dans le bateau. Il y avait Isidore Straus, donc cofondateur des grands magasins Macy's, qui était aussi à bord avec sa famille Ida. Alors leur histoire est un peu particulière parce qu'ils ont refusé de se séparer. Ida a refusé tout simplement de monter dans un canot sans son mari. Ils ont péri ensemble, main dans la main. Et puis il y avait aussi Benjamin Guggenheim. Lui aussi était un milliardaire américain. Quand il comprit que le navire allait couler, il se changea et dit à un steward « Nous nous sommes habillés pour mourir comme des gentlemen ». Alors ces scènes-là, on les voit dans le film Titanic, le film de James Cameron. Deux autres histoires un peu bouleversantes, celle de Margaret Molly Brown, qui gagna le surnom de l'insubmersible Molly Brown. Elle prit les commandes de son canot de sauvetage, encourageant les autres femmes, et elle mena en fait même une révolte contre un marin qui refusait de revenir chercher les naufragés dans l'eau glacée. Une héroïne à l'américaine, courageuse, rebelle et déterminée. Il y a aussi ce violoniste américain, John Lo Hume, qui faisait partie de l'orchestre du Titanic jusqu'au bout. Et oui, jusqu'au bout, il joua avec ses collègues pour apaiser les passagers. La légende raconte qu'il aurait joué Nearer My God to Sea avant de sombrer. Ce moment d'élégance ultime est resté gravé dans la mémoire collective. Aujourd'hui, le Titanic fascine encore. Une grande partie de sa mémoire vit en Amérique. À Branson, dans le Missouri, il y a un musée assez spectaculaire en forme de Titanic qui expose des objets authentiques récupérés dans l'épave. Chaque visiteur y reçoit une carte d'embarquement portant le nom d'un passager et découvre à la fin s'il a survécu ou non. Ensuite, on a aussi le Titanic qui a inspiré le cinéma américain avec ce fameux film de James Cameron que tout le monde connaît. Mais bien avant, il y avait des pièces de théâtre, des documentaires, des livres qui ont été produits aux États-Unis et partout dans le monde. Enfin, dans l'imaginaire collectif américain, le Titanic est devenu le symbole de la fragilité humaine et de la grandeur morale de ceux qui, face à la mort, ont choisi la noblesse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Titanic, ce bateau qui n'a jamais atteint New York, mais son esprit y vit toujours. L'Amérique a beaucoup perdu de ses enfants dans cette nuit glaciale, mais elle a aussi gagné une légende. Une légende où l'on retient la classe de ceux qui ont tendu la main, chanté jusqu'au bout, cédé leur place ou plongé pour sauver des inconnus. Ce sont ces gestes, ces valeurs qui définissent aussi l'Amérique. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui dans un train d'Amérique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle escale. On va arriver donc aux États-Unis dans un premier épisode sur les terres. Ça sera dans le Maine. On se retrouve donc au cœur d'une autre histoire américaine. Alors pour finir cet épisode, je vous propose d'avoir un petit extrait de cette fameuse chanson qui a été jouée au violon avant que le Titanic sombre. Donc je vous laisse déguster ce moment très émouvant. N'hésitez pas à partager ou à commenter l'épisode. Je vous dis à très vite pour un train d'Amérique. Bye bye.